Pendant qu'une femme prenait son bain, elle ne se doutait pas qu'une paire d'yeux curieux l'observait discrètement à travers la fente de la porte. Mais, en tant que guerrière aguerrie des tavernes, l'Agacha ne tarda pas à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle esquissa un petit sourire avant d'inviter le jeune homme à entrer dans la pièce. Ce dernier n'était autre que celui qui avait décapité le comte irascible. L'Agacha pensait avoir contribué à l'élimination du comte et à l'élévation de son propre rang. À ce titre, elle pensait mériter une récompense, même si ce n'était pas nécessairement une union. Elle refusa poliment ses avances, précisant qu'elle n'avait jamais promis quoi que ce soit à personne. Le jeune homme, vexé, dégaina un poignard dans l'espoir de la forcer à céder. C'était un peu comme ces garçons qui, en poursuivant une fille, pensent que tous leurs efforts méritent une récompense, alors qu'ils ne font que se persuader eux-mêmes. À ce stade, l'homme, quelque peu frustré, finit par abandonner son arme, tandis que l'Agacha, dans un élan de générosité, préserva sa dernière once de dignité. De retour sur ses terres, l'Agacha annonça à son peuple son intention de partir à l'ouest avec l'Agna, et cela fut accueilli avec enthousiasme et soutien. Une fois les navires et les troupes préparés, les trois alliances se mirent en route pour cette grande expédition. Ce qui était en jeu, c'était la plus grande flotte jamais réunie, pas moins de 17 dracars et plus de 300 valeureux guerriers. Dans un temps où les ressources en étaient rares, une telle armée ne pouvait être arrêtée par un petit royaume anglais. Cependant, du côté de l'Angleterre, on ne comptait pas rester inactif. Le roi de la Cupidité s'associa avec le roi Élag de Mercie, préparant une réponse concertée aux Vikings. Mais un problème épineux se posait. Entre leurs deux royaumes se dressait le royaume de Mercie, en proie au chaos, sans leader absolu. Le roi de la Cupidité proposa alors de s'unir pour se partager le royaume de Mercie, ce qui résoudrait tous leurs problèmes. La jolie Élag, néanmoins, était réticente. Si nous sommes forts ensemble, que se passera-t-il si nous venons à engloutir le royaume de Mercie ? Le roi de la Cupidité lui répondit avec franchise qu'une fois unis, elle n'aurait rien à craindre. On ne peut qu'admirer la rapidité de leurs manœuvres. Le lendemain, la princesse et le prince célébraient leur mariage dans une église. Dès lors, le roi de la Cupidité mit son plan en action. Il convoqua la princesse de Mercie, Consris, que nous surnommerons affectueusement la princesse pilote. Pourquoi ce surnom ? Vous comprendrez sans doute après avoir vu ses talents de conduite. Le royaume de Mercie était en guerre civile à cause de la princesse pilote qui avait, hélas, éliminé son frère, l'héritier légitime. Maintenant, plusieurs factions convoitèrent le trône, et elle comptait bien sur l'aide du roi de la Cupidité pour s'installer au pouvoir. Lors d'un banquet, elle ne tarda pas à avouer qu'elle avait tué son frère, car il l'avait agressée à 12 ans. Elle avait bien compris l'objectif de la rencontre, mais ignorait que le roi de la Cupidité avait d'autres ambitions que simplement l'aider. Ce soir-là, le roi de la Cupidité, bien qu'expert en bain, se trouva dépassé par les événements. En désespoir de cause, il appela quelques aides et s'éclipsa discrètement. Pendant ce temps, l'armée de Ragnar, après un long voyage en mer, finit par poser ses dracars sur les rives du royaume du roi de la Cupidité. Ragnar avait des visées ambitieuses. Il souhaitait négocier pour obtenir des terres, car il savait que voler n'était pas une solution durable. Cependant, son compagnon Éric, quant à lui, ne voyait pas si loin. Il voulait juste vaincre le roi de la Cupidité pour s'emparer de ses trésors. Voyant que l'émissaire de Ragnar s'éloignait, Éric s'emporta. En tant qu'alliance, pourquoi ne pas discuter ensemble avant de prendre une décision ? Ragnar le rejoignit dans son mécontentement. Peu après, le fils du roi de la Cupidité se présenta au camp de Ragnar, affirmant que son père était prêt à négocier. Avec une réjouissance palpable, Ragnar réalisa que son ami moine était toujours en vie. Cette fois, Ragnar ne donna pas immédiatement son accord pour la négociation. Il se tourna vers ses deux alliés, déclarant qu'ils iraient tous ensemble rencontrer le roi de la Cupidité le lendemain. Cependant, sur le chemin du retour, le fils du roi tomba dans une embuscade, orchestrée secrètement par Éric. Celui-ci avait pour but de provoquer une confrontation entre Ragnar et le roi de la Cupidité. Ainsi, le plus grand conflit jusqu'à présent était lancé.